Salut à tous, soyez les bienvenus dans ce jeu, c'était podcast 12e et dernier numéro consacré à l'US Open. Comme vous pouvez le voir ou l'entendre, je suis à l'Unipol Arena de Bologne où ont lieu les phases de poule de la Coupe Davis. Je suis surtout en compagnie de Xavier Moureau, qui est, on peut le dire officiellement, le nouveau bras droit de Philippe Dehaze dans l'équipe de Grete Minen. Il va l'accompagner sur le circuit plusieurs semaines par an, Grete. Et il revient d'ailleurs de New York. C'était aussi pour ça que c'était intéressant de t'avoir, Xavier. Salut, Salut Christelle. tu vas pouvoir nous expliquer un peu quelle était l'atmosphère à New York, voilà, puisque tu en reviens. On parlera bien sûr ensemble des deux vainqueurs de cette US Open, Yannick Sinner et Aryna Sabalenka. Sois le bienvenu, Xavier, et je te propose qu'on débute ce podcast. Alors après une longue route de 13 heures, je suis donc bel et bien arrivée en Italie, à Bologne, où là, comme vous le voyez peut-être, ou pas très bien avec la caméra, mais derrière moi s'entraînent maintenant Sander Gille et Joran Vliegen. Zizou Bergs et Raphaël Collignon viennent de terminer. C'est donc eux qui ont été sélectionnés par Steve Darcy pour jouer cette semaine, et également Alexander Blocks, le jeune Alexander Blocks, qui disputeront donc cette rencontre cette semaine. Donc, durant cette phase de poule, la Belgique va disputer 3 matchs, demain contre la Hollande, vendredi contre l'Italie et samedi contre le Brésil. Je vous proposerai dès demain matin un podcast de présentation de cette première rencontre de Coupe Davis qui attend les Belges. Ce sera donc contre les Pays-Bas de Talon Griekspoor. Il y aura d'ailleurs Christophe Vliegen qui m'a dit qu'il serait dans les parages. Donc voilà, j'essayerai de le choper aussi pour avoir sa réaction. Mais pour l'instant, j'ai un autre super invité aujourd'hui, c'est Xavier Moureau. Xavier, tu reviens de New York il y a quoi, 2 semaines à peu près, c'est ça, où tu as accompagné Grete? Il y a une semaine, en fait, je suis rentré pas ce vendredi-ci, vendredi dernier. Ouais. Alors, c'était comment cette atmosphère? Tu es un habitué, tu y étais déjà allé Je pense, ça doit être la 6e fois plus ou moins où je suis à New York pour l'US Open. Je pense au moins 5 fois, 5 ou 6 fois en tant que coach. J'ai vraiment des super bons souvenirs là-bas. Je pense mon premier US Open en tant que coach, j'étais avec Vincent Millot. C'était le seul tournoi du Grand Chelem sur lequel il ne s'était pas qualifié. Et je me souviens du parcours en qualif, c'était assez incroyable. Au deuxième tour, il sauve des balles de match, il gagne. Il gagne son 3e tour aussi, 3e set, il se qualifie pour la première fois. Donc ça, c'était un super souvenir. Et puis des moments incroyables que j'ai vécu avec Steve, Ah là-bas. oui. Steve qui est derrière toi pour le moment avec Oui, son nouveau rôle. oui. Dont une année, un match complètement dingue. On en a encore reparlé cette année-ci pendant l'US Open contre Jordan Thompson, où il gagne en 5-7. C'était dingue. Et donc, ouais, cette année-ci, différent, comment avec Grete, c'était un peu c'était notre première tournée. Donc, on a fait le Ouais. tournoi de Cleveland et le tournoi de l'US Open, ensemble. Donc, ouais, c'est un tournoi que j'apprécie beaucoup, ouais, vraiment. Oui, et c'est vrai qu'on va rappeler que tu as été le coach de Benoît Paire aussi jusqu'il y a peu. La collaboration s'est bien terminée? Alors, oui, en fait, on a travaillé avec Benoît pendant une saison complète. Et cette année-ci, voilà, un peu à la fin de la saison dernière, il a beaucoup joué parce qu'il voulait absolument se rapprocher, du tableau à Melbourne et tout ça. Et comment le fait d'enchaîner vraiment beaucoup les semaines ont fait que comment il s'est blessé. Et, euh, et voilà, je pense que cette année-ci, il avait un peu pris le parti de voyager un peu seul, de voyager un peu avec sa maman. Il a voyagé un petit peu avec son frère. Et donc voilà, je t'avouerai, j'ai plus de nouvelles de lui, mais j'espère honnêtement il va pouvoir, entre guillemets, être un peu plus loin des blessures et faire la suite du chemin qu'il envisage. Oui, ça devait être une belle expérience dans ton CV de coacher Benoît. On en avait parlé tous les deux quand on était à Roland-Garros l'année passée, et avec Philippe et Ananda. Ouais, Tu te ouais. souviens de ce podcast dans les coulisses de Roland-Garros? Mais c'est vrai que ça devait être une sacrée expérience. Et moi, en tout cas, quand Benoît m'a appelé pour me demander donc de le rejoindre, il y a maintenant près de 2 ans, comme il m'avait appelé plus ou moins au mois de novembre en 2022, ouais, c'est sûr que je me suis dit que ça allait être un chouette challenge. Et comme je le connaissais quand même d'avant,
je savais qu'en dehors, bah, c'était quelqu'un qui était vraiment facile à vivre, sur qui on pouvait compter, on partageait les mêmes valeurs. Donc, j'avais pas tellement peur de la mission. Je pense que c'était challengeant par rapport à tout ce qu'il y a sur le côté, sa personnalité, ce qu'on peut, comment dire, parfois voir sur les réseaux sociaux et tout ça. Mais je m'inquiétais pas trop de ce qui allait se passer sur le terrain. Donc, et comme de juste l'année qu'on a passée sur le terrain, c'était une année qui était assez riche et c'est une année qui s'est vraiment très bien passée aussi. Humainement Mmh. parlant, on s'entendait très très bien. Mais c'est sûr que comme dans toute nouvelle aventure, comme je l'ai dit aussi à Philippe quand on a commencé avec Grete, moi j'ai besoin d'y croire pour me lancer, comment dire, à fond dans l'aventure, et que ce soit avec Benoît ou même ici maintenant avec Grete, c'est sûr que ouais, c'est des projets dans lesquels je crois et j'ai toujours cru. Alors on va rappeler, hein, donc Philippe, s'occupe, bien sûr de Grete comme coach, mais il peut pas t voyager toute l'année avec elle et donc avant, c'était Theo van de Weg qui l'accompagnait. Maintenant, ce sera toi, désormais. Ça va te changer par rapport aux hommes? Parce que tu as cité les différents joueurs que tu avais coachés. Maintenant, c'est une femme. Tu es pas spécialement, armé pour, coacher les femmes. Or, c'est quand même assez différent. C'est vrai. Tu t'attends à autre chose? Alors ouais, c'est un peu comme on me disait quand j'ai commencé un peu avec Grete, là, quand on a commencé en fait par faire 2 semaines d'entraînement à Wheelrake, comment dire? Quand Philippe a été opéré, et elle me demandait un petit peu si j'avais déjà, comment dire? Coaché des filles, et je disais: «C'est marrant, j'ai commencé ma carrière de coach dans le tennis avec, comment dire? Avec une fille, c'était une joueuse luxembourgeoise qui commençait sur le circuit pro. On a commencé ensemble, et puis après, en fait, j'ai entraîné que des mecs. Donc, c'est certain que c'est toujours un peu une période d'adaptation, mais c'est aussi challengeant pour moi. J'aime bien tout ce qui est nouveaux défis. Quand Philippe m'a téléphoné, m'a proposé en fait de rejoindre l'équipe, la première chose que ma compagne m'a dit, m'a dit: «Je pense vraiment que ça peut vraiment bien te correspondre parce que je suis quelqu'un qui est assez sensible, comment Ouais. j'ai ce côté, je pense un peu féminin, comment dire, dans ma personnalité aussi. Je suis fort à l'écoute des gens, et je pense que c'est vrai que par rapport à comment dire, à ce boulot, ce nouveau boulot, je pense que c'est quelque chose qui peut être vraiment bien, et je pense que le fait aussi d'avoir coaché plus de garçons, je pense que ça donne aussi cette petite touche aussi un peu différente par rapport à Grete aussi, et je pense que Mmh. c'est ce qui lui plaît bien, c'est ce qui lui convient aussi. Donc Ouais voilà. et donc c'est vous avez fait cette phase, aux États-Unis pour se tester un petit peu. Qu'est-ce que tu retiens, de ce test? Comment ça s'est passé? Alors on a commencé, donc on a fait les 2 semaines à Wheelrake où là, c'était vraiment 2 semaines d'entraînement, donc là, bah, on a commencé un peu à se comment dire? À se connaître un peu mieux, à s'apprivoiser un peu sur le terrain et tout ça. Elle a vu un petit peu aussi comment je fonctionnais, et moi j'ai vu comment elle fonctionnait. C'est marrant parce que quand on en parlait, quand on était aux États-Unis, et j'en parlais avec, Marie, la compagne de Grete, et elle me disait que le feedback de la première journée, c'était que ça s'était très bien passé, mais elle m'a dit: «Oh là là, Xavier, il parle beaucoup». Alors, comment je pense que oui, je sais que, comment dire? Que je parle, que je prends le temps de bien expliquer les choses. Je suis quelqu'un qui amène pas mal d'énergie aussi, mais c'est vrai que c'était le truc qui était ressorti en premier. Et oui, c'était pas facile au début parce que, de nouveau, il faut un peu voir comment chacun fonctionne, comment dire? En match également. Et puis il y avait quand même toujours un petit peu dans le coin de la tête aussi de Grete, c'était, comment ce qu'elle allait avoir à défendre à l'US Open, comme elle avait fait 3e tour Ouais. l'année dernière. Donc oui, je pense que comment les choses se sont mises en place progressivement, et on a beaucoup parlé. Je pense que de nouveau dans la communication, c'est vraiment important, et on a commencé à mettre les jalons progressivement. On a eu aussi un petit peu de chance, le fait qu'elle soit, comment dire? Reprise comme lucky loser après les qualifs. Donc ça a permis quand même de jouer 4 matchs, comment dire? Avant d'arriver à New York, et le tout mis ensemble, je pense que les choses se sont bien mises. Et son US Open, elle était contente? Les 2 jours qui ont suivi, et même déjà le vendredi après-midi, c'était des entraînements de qualité. Et puis, le premier match, beh, quand elle gagne contre Fresh, qui est 45e, qui venait de faire quand même demi à Monterrey, je pense que Ouais. c'est quelque chose qui a fait du bien autant à Grete aussi qu'à moi,
parce que c'était une victoire quand même importante, surtout une victoire dans la manière, en termes d'attitude et en termes de jeu. Donc ça, c'était vraiment bien et puis voilà, après contre Vekic, elle fait un très bon premier set, elle perd 7-5 et puis voilà, Vekic avec, comment ce qu'elle a vécu pendant, comment dire, depuis Roland-Garros, la demi-finale à Wimbledon, puis après la médaille, comment dire, d'argent, à Wimbledon. Je pense qu'elle est en À grande Paris. confiance. Comment dire? Oui, à Paris, pardon. Ouais. A fait que voilà, elle a accumulé beaucoup de confiance et donc le deuxième set a été un peu plus dur, mais Grete s'est battue vraiment jusqu'au bout et donc voilà, c'est sûr qu'on est toujours déçu après une défaite, mais quand on regarde un peu dans le rétroviseur, on peut se dire qu'elle a de quoi être fière et elle l'était fière quand on a débriefé le lendemain, quoi. Est-ce que, en 7-8 années, que tu décrivais en début de podcast, tu trouves que le site a vraiment, évolué de l'US Open? Les choses se modernisent, sur place? C'est toujours, une atmosphère tellement différente qu'ailleurs? Je pense qu'il y a moins de grandes transformations comme il y a, par exemple, à Melbourne, qui continue d'évoluer, comment dire? Chaque année, le site vraiment, est de plus en plus grand. Il y a de nouvelles pièces pour les joueurs, de nouveaux restaurants et tout ça. Je pense qu'ici, il y a quand même pas mal de choses qui restent, mais oui, il y a certaines choses qui évoluent, mais il y a d'autres choses qui n'évoluent pas, comme par exemple, voilà, il faut quand même s'entraîner, il y a beaucoup de joueurs. Comment maintenant, il y a ce qu'ils appellent un petit peu les golden hours. Donc, quand tu es dans le tableau, tu peux t'entraîner entre 10 heures et 17 heures. Donc, ça veut dire que entre 10 heures et 17 heures, tu dois t'entraîner avec une autre personne qui est également dans le tableau. Donc, ça veut dire que si tu veux t'entraîner avec le coach, par exemple, bah, tu dois venir à 8 heures du matin ou à 9 heures du matin, ou bien tu dois venir, comment dire, le soir. Donc, ça, c'est toujours un peu, comment dire, un peu plus difficile. D'autant plus qu'il y a quand même pas mal de cours d'entraînement. Mais voilà, il faut composer, il faut essayer de s'organiser, il faut être là au taquet, il faut réserver les terrains assez tôt. Et ça, c'est pas facile. Donc voilà. OK. Ouais, toujours, le privilège aux mêmes, grosses j'imagine que les têtes de série ont peut-être un peu plus de privilèges, non? Oui, les têtes de série, pour te dire, moi comment dire, je me suis retrouvé un matin où j'allais chercher les balles pour le practice et avec Grete, on a vu comment une fille qui était dans les 10 premières têtes, qui est arrivée, qui a dit: eh ben voilà, moi j'ai pas réservé de terrain, j'aimerais bien m'entraîner maintenant sur un terrain de match. Et on a dit: ok, d'accord, vous pouvez aller sur le match court, comment dire, numéro 2. Donc, Et c'est là où tu étais ou quoi? alors, non, non, du tout, parce que nous, on était sur, comment dire, les terrains d'entraînement, les P, comment dire, OK. qui sont très, très loin et où la surface est beaucoup plus lisse maintenant parce que, ces terrains-là ne sont pas refaits à chaque fois. Mais c'est là que tu te dis que l'organisation garde des créneaux aussi pour, comment dire, pour les têtes de série et c'est pas tout à fait fair non plus parce que, ben voilà, tout le monde est dans le tableau et tout le monde a, comment dire, peut, avoir les mêmes droits pour s'entraîner et à côté de ça, une petite anecdote aussi qu'on a eue avant le deuxième tour où je réserve le warm-up et comment donc on fait le warm-up à, je pense, 10 ou 11 heures du matin et quand j'arrive, je demande, je dis: «Qui, fait l'échauffement avec nous?» On nous dit: «Ben voilà, ce sera une fille, c'est une sparring». OK, très bien et puis je regarde un peu sur l'écran et je vois en fait que Sabalenka est sur le même cours que nous et donc j'arrive près de Grete et je dis: «Bah tiens, c'est marrant, on m'a dit qu'on avait sparring aujourd'hui, mais je vois que Sabalenka est sur le même, cours que nous pour le warm-up». Et donc on sourit un peu, on arrive sur le terrain, on commence à s'échauffer, 5 minutes se passent et puis, comme de juste, Sabalenka arrive et là, en fait, elle nous voit sur le terrain, donc le coach vient me trouver, il me dit: «On a ce terrain-ci» qui me ah, je dis: «Ouais, ouais, mais je dis: «Nous aussi, on a ce terrain-ci» et là, il me regarde et il me dit: «Donc on va partager le terrain?» Ah, je dis: «Ouais, on dirait que ouais, on va partager le terrain». Voilà, c'est un warm-up, donc c'est 30 minutes, c'est quelque chose qui est quand même assez courant. Et là, il le dit à Sabalenka qui, elle, semble complètement outrée. Et donc, il commence à passer des coups de fil à gauche, à droite pour dire que c'est pas normal. Et je dis à Grete, nous, on reste bien dans notre truc, on s'échauffe de manière qualitative et tout ça. Et puis voilà, plus lui prend du temps pour passer ses coups de fil, plus on a le terrain tout seul. Et puis elle est montée sur le terrain donc 10 minutes après, comment pour s'échauffer, elle avec son sparring. Elle nous a pas dit bonjour, rien du tout. Comment à la fin, donc on a terminé un petit peu plus tôt, comme nous on avait commencé bien à l'heure, et elle nous a même pas dit au revoir, rien du tout. Donc c'était un peu Ah surprenant. là, tu
Là, tu casses le mythe parce que moi, j'adore Sabalenka. En tout cas, je trouve qu'elle est drôle, je trouve elle Ouais. apporte un petit peu elle apporte un petit peu de jovialité, on va dire, sur, le circuit. C'est pas toujours le cas chez les filles et c'est la seule qui est un peu, marrante après les interviews, d'après-match et tout et là, grosse déception, quoi et elle avait pas envie de taper avec Grete? Alors, je pense qu'elle, elle a son sparring, elle tape principalement avec son sparring. Et OK. comment nous, on avait déjà commencé depuis 5-10 minutes, donc on était déjà un petit peu plus loin dans le warm-up. Mais oui, c'était assez surprenant parce que, un peu comme toi, je pense que c'est une fille qui amène de la fraîcheur, qui amène quelque chose d'un peu différent, un peu de la personnalité. Et ouais, j'étais un peu surpris parce que je pense qu'avec tous les autres, que ce soit les joueurs, les joueuses et tout ça, comment il y a toujours un peu ce respect, il y a toujours un peu le fait de dire, ben voilà, Ouais, simplement bonjour, merci, rendre la balle quand bien c'est pas une sûr. des nôtres et tout ça. Et donc, ouais, c'est vrai que c'était un peu surprenant. Bon, bah, écoute, là, tu me mets, bien par terre, quoi, pour ma journée, quoi. Ah, je suis désolé. Et alors, autant qu'on parle de Sabalenka, eh bien, on va évoquer évidemment cette magnifique, victoire en finale, hein, contre Jessica Pegula qu'on n'attendait pas spécialement là. Victoire logique selon toi? Alors, quand tu dis qu'on n'attendait pas tellement Pegula, aussi loin, oui et Enfin non. oui, parce qu'elle avait Parce fait que un été magnifique. C'est vrai elle que a quand même fait ouais, un grand été, elle a quand même fait des bons résultats. Maintenant, oui, c'est voilà, vrai. je pense qu'elle a su aussi profiter, comment dire, de pas mal d'occasions aussi dans le tableau et voilà. Maintenant, par rapport à Sabalenka, elle est toujours quand même toujours bien placée aussi. Là, elle a montré, beh, que comment elle a su, assumer un peu son rôle de favorite une fois que, comment dire, que Swiatek aussi a perdu, comment dire, en quart Ouais, justement contre Pegula. Et surtout, je pense que dans ce qui s'est passé pendant le match, tu vois, c'est là qu'il y a aussi un petit peu toujours un peu cette différence entre le tennis féminin et le tennis masculin quand on parlait tout à l'heure, c'est que tout peut toujours arriver dans un sens comme dans l'autre. oui, Regarde parce un qu'elle petit s'est fait peu, peur, hein. elle s'est quand même fait peur, tu vois le 3-0, comment dire, où là on se dit, ben voilà, c'est plié, ça va aller rapidement, puis après 5-3, et là on se dit, mais c'est incroyable, et puis après, comment elle gagne 7-5. Donc ouais, je pense que c'est ça aussi qui est différent dans le tennis féminin, et c'est ça aussi qui est, comment, moi c'est ce que je dis à Grete, c'est ça qui est aussi une opportunité, c'est que tout peut tout le temps arriver. Ouais, Donc voilà, je pense que c'est c'est pour ça il y a beaucoup de parieurs et tout ça qui maintenant s'en prennent beaucoup aux filles après les matchs et tout ça, comme on l'a vu encore cette semaine-ci, qui les insultent parce que je pense que c'est impossible de dire ben, ce tournoi-là, il est pour telle personne. Alors que voilà, comment dire, pour les hommes, on se dit que souvent, ça va être un peu le même trio de tête comment ouais. dire, qui va sortir son épingle du jeu. Je pense que les filles, il y a toujours un peu de la place pour des surprises chaque match et chaque jour. Après maintenant, on voit clairement que sur dur, Sabalenka, c'est quand même un rouleau compresseur. Elle a une force de frappe, qui est incroyable pour la déborder sur cette surface-là. Il faut quand même, se lever tôt. Mais par contre, on a vu aussi qu'elle, apportait, enfin qu'elle avait fait évoluer un peu son jeu. Je l'ai trouvé dans cette finale, C'est vrai. elle commence vraiment à slicer un peu plus, à venir au filet. Elle le disait dans des interviews cette année qu'elle essayait de faire évoluer son jeu. On ne l'avait pas encore vraiment vu à l'œuvre dans un tournoi du Grand Chelem, en tout cas, oser, mettre ça, en pratique. Ici, je trouve que sur cette finale, elle a réussi à le faire un petit peu mieux. Oui, je trouve même que tu vois, autant elle est parvenue à le faire parce que ouais, on la connaît pour sa grosse qualité de frappe, ses frappes lourdes d'ailleurs, elle en riait un petit peu lors des interviews parce elle était au-dessus en termes de vitesse de balle que même des Alcaraz ou d'autres joueurs, comment dire, ATP. Heu 125 km/h, Xavier. je me demande même si c'était oui, 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 ouais, franchement, je pense que tu as raison. Je pense que j'avais la référence aussi en miles et tout ça, mais je pense que c'est toi qui as raison. Mais c'est vrai que, ouais, l'évolution fait, et je pense que Pegula l'a fait également dans le premier set, comment dire, avec la variation. Et c'est là aussi que Pegula l'a un peu déstabilisé aussi à certains moments avec des amortis.
comment avec Mmh. justement des revers un peu coupés. Et je pense que cette variation-là, le fait de varier dans le tennis féminin fait aussi que ça t'amène beaucoup de, comment dire, de points gratuits parce qu'il y a tellement peu de filles qui le font maintenant. Et c'est quelque chose, par exemple, que Steve faisait aussi très très bien à l'époque, Ouais. comment dire, avec son revers slicé. Je pense que maintenant, le stéréotype un peu du jeu, comment, en force tout en puissance et tout en cadence, fait que les filles reçoivent un slice ou même quand certains garçons reçoivent des slices, on se demande un peu ce qui se passe et là, on sait pas trop, les filles savent pas trop s'adapter. Et comme je disais encore à Grete, c'est quelque chose qu'elle fait très très bien. Donc, c'est Oui. quelque chose qu'il faut utiliser en fait. Oui, oui et quand tu vois que Karolina Muchova arrive en demi-finale de l'US Open et qu'elle a déjà été finaliste à Roland, elle, c'est typiquement le jeu, la variété par excellence. C'est Oui, splendide à voir et ça peut déstabiliser, toutes les cogneuses qu'il existe sur le circuit. bien sûr, bien sûr. Pour ça, on a l'impression que ça reste difficile de d'implémenter ça dans le jeu des joueuses, que ce soit à tous les niveaux, même à notre niveau, quand on joue contre des jeunes qui sont dans les académies entre 12, 13 ans, 14 ans, tout ce qu'elles savent faire entre guillemets, c'est frapper, 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 frapper du fond du court et on sait bien, nous, en tant que joueurs un peu plus âgés, si on vient avec un petit slice qu'on monte au filet elles sont perdues, elles pètent un câble tout de suite. Alors pourquoi on n'enseigne pas, toi qui travailles, en tout cas jusqu'à peu, dans une école de tennis, pourquoi on n'enseigne pas ça directement, comme l'a fait Justine, comme l'ont fait Olivier et Christophe qui avaient une telle main Rocus? Je pense aussi que, comment, comme tu l'as bien dit, c'est un travail qui doit être fait dès le départ par le coach. Et je pense que à l'époque, c'était quelque chose, où les entraîneurs accordaient pas mal d'importance sur Mmh mh. justement, moi, ce que j'appelle un peu cette boîte à outils, avoir le plus entre guillemets «d'armes» dans, comment dire, dans la boîte à outils. Et donc je pense que maintenant les choses se sont tellement stéréotypées et également par rapport à la qualité des entraîneurs. Je pense que maintenant, il faut reconnaître que le métier, comment dire, de coach et le métier d'entraîneur également dans les clubs est devenu, comment dire, quelque chose qui est devenu plus une denrée rare. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous, en termes, par rapport aux écoles de tennis qu'on avait, on avait encore 3 écoles de tennis jusqu'à peu avec Steve et là maintenant on n'en a plus qu'une. Et la question c'est à se poser, mais pourquoi? Ben, c'est simplement parce que on a de plus en plus de mal à trouver des moniteurs qui sont passionnés, qui sont, comment dire, compétents et surtout qui ont envie de rentrer dans un vrai projet et de faire évoluer les joueurs. Et donc voilà, on se retrouve maintenant avec aussi pas mal d'entraîneurs qui ne se forment pas, étant donné que voilà, ça ne reste pas une obligation pour enseigner, comment dire, en Belgique. Et donc la qualité de l'enseignement, je pense, a chuté également, comment dire, au cours des années. Et donc, ben, un entraîneur qui n'a pas, comment dire, les compétences et qui n'a pas les bagages pour apprendre des choses, comme tu l'as dit, des variations, comment dire, au niveau des effets, faire des slices, faire des amortis, venir faire des volets, ben, qu'est-ce qu'il fait l'entraîneur? Il se contente en fait parfois de faire de l'entretien. Et c'est sûr que quand Mmh. tu as du volume horaire, quand tu as des joueurs, comment dire, que tu as même dans des écoles de tennis et qui jouent 3, 4, 5 fois semaine, comment dire, et que tu fais de l'entretien, que tu tapes, que tu tapes, que tu tapes, bah, bien sûr qu'ils vont progresser. Mais progresser, ça ne veut pas dire qu'ils vont faire évoluer leur jeu. Et je pense que des entraîneurs qui maintenant essayent d'envisager un peu le tennis dans, comment dire, tout le panel de coups maintenant Mmh à mh. développer, il y en a de moins en moins. Et c'est pour ça que maintenant, quand on arrive à un certain niveau et qu'on demande en fait, comment dire, à une joueuse, et là je ne sais pas du tout ce qui s'est passé dans la formation de, comment dire, de Sabalenka, mais quand on lui parle peut-être de slice, d'amortier, tout ça, et que c'est pas quelque chose qui a été travaillé au départ de sa formation, ben, c'est sûr que là, pour pas mal de personnes, ce sont des choses qui sont difficiles à mettre en place parce que, comment dire, pendant des milliers, des millions d'heures, comment ça n'a jamais été fait. Donc, ouais, c'est un gros chantier. C'est pour ça que plus tôt c'est fait, entre guillemets, plus tôt comment dire, on commence à mettre un peu ça dans les entraînements, au plus le joueur ou la joueuse a de chance, entre guillemets, de pouvoir le reproduire également en match. Oui et puis nous, on avait des formateurs hors pair par rapport à ça. Je pense à Yves Beckers qui, a formé Justine notamment et Olivier et Christophe à cette main, non, je me trompe? Au niveau mini tennis et tout, il a beaucoup apporté?
Alors je pense que, comment oui, tu parles d'Yves, tu parles, comment dire, Jacques Riche? des entraîneurs qui sont, comment dire, qui sont passés, par le comment dire, par la FT. Alors Ouais. je vais pas du tout dire maintenant que, comment dire, les entraîneurs qui travaillent au centre ne sont pas bons, bien loin de là, parce que, Mmh. comment dire, j'ai travaillé aussi pour la FT pendant une dizaine d'années, dans la formation des entraîneurs. Mais je pense que, comment oui, le maintenant ce qui se passe, l'AFT, tu vois, ne entre guillemets, maintenant encadre les meilleurs. Donc ça veut dire Ouais, que n'encadre qu'une infime partie des joueurs, comment dire, qui jouent, comment dire, en Belgique. Donc le travail doit être fait, comment dire, en club. Et donc ouais, c'est là, en fait, que je pense que maintenant il faut revoir un tout petit peu aussi certaines choses. C'est que maintenant, on se rend compte de plus en plus qu'en club, justement, ce travail de formation n'est plus fait parce qu'à l'AFT, le travail est toujours bien fait. bien sûr, Heu, mais que comment, pour une infime partie, quoi. mais voilà, comment dire, les entraîneurs du centre, comment dire, ce qui se passe, comment dire, à Mmh. Mons, ne touchent que certaines personnes et donc je pense que là, c'est compliqué. Donc on en arrive aussi à des choix, comment dire, en club où parfois il y a des entraîneurs qui disent: «Ben voilà, on va le faire passer, 1 année plus tôt, comment dire, sur les balles mythes ou bien on va le faire passer 2 années plus tôt, comment dire, en balles dures» et comme tu l'as bien dit tout à l'heure, si le mini tennis a été créé, si, l'évolution des balles a été, comment dire, mise en place, c'est justement et moi j'en suis un défenseur, c'est justement parce que quand on se trouve sur un terrain de 18 mètres, on peut faire des choses différentes que ce qu'on va faire avec, comment dire, la balle verte, que ce qu'on va faire avec la balle dure. Et ce sont des moments qui sont importants, comme tu le dis, pour développer la main, pour développer, comment dire, la géométrie du terrain. Et Mmh. ça, je pense que, ouais, malheureusement, c'est beaucoup moins fait que par le passé. On va parler du tennis masculin aussi, bien sûr, avec, Yannick Sinner qui s'est imposé, lui, hier soir, face à Taylor Fritz. On s'est eu en ligne, et on était tous les 2 en train de regarder, hein, cette finale qui, on l'espérait, allait durer. Malheureusement, finalement, ça a duré 3 sets, 6-3, 6-4, 7-5. Yannick Sinner a montré, à quel point il était le nouveau patron du circuit. C'est son deuxième titre en Grand Chelem, après l'Australian Open et sa juge cet US Open. C'est lui, qui est vraiment, qui domine en tout cas sur cette surface-là. Il a impressionné, hein, cette année. Alors oui, il était impressionnant et moi je dirais qu'en pour moi, ce qui m'a encore plus impressionné que de le voir gagner hier, c'est la manière dont il a géré, comment dire, son tournoi par rapport à la tempête un peu médiatique, par rapport à ces 2 cas de dopage. Ouais, Parce que voilà, il reste jeune, comment il a fait quand même un sacré coup de ménage juste, avant le tournoi avec son équipe et ouais, moi, ce qui m'impressionne surtout, c'est la manière dont il a été au bout. Heu, ouais. Ça, c'est quand même assez surprenant parce que Il n'était pas ça spécialement à son plus haut niveau, hein. alors non, je pense que comment il a très mal commencé, comment dire? Au premier tour, il était mené 1-7, un break et tout ça et puis après, je pense qu'il a quand même un peu augmenté son niveau de jeu et par Ouais, contre, il a un niveau, plancher de solidité qui est tellement fort et je pense que quand tu te retrouves en finale contre un Taylor Fritz où c'était sa première finale du Grand Chelem et on a vu, il a commencé, comment dire? Assez crispé, il sert pas bien le premier set, il a 38 de première, comment dire? Dans le premier. Sinner le break 3 fois et ouais. après, OK, même si c'est mieux, comment tu vois quand même que Sinner, bah, il y a une fameuse gestion, tu vois? Des points. Oui, il a aussi lui, hein, fait évoluer son jeu, Yannick Sinner et il a beaucoup évolué je trouve, dans la variation aussi. Il est un peu plus, il amène un peu plus de choses qu'il le faisait avant. Alors je pense qu'il est complet. Alors comparé, comment dire, à d'autres, ouais, c'est sûr que il court déjà tellement bien, il frappe tellement fort. Alors oui, comme on l'a pu le voir hier, à certains moments un peu importants, il parvient maintenant à faire un peu plus des amortis, comment à venir un petit peu plus chercher également les points, comment dire, vers l'avant. Mais c'est sûr que ça va tellement, tellement vite maintenant que voilà, son fonds de commerce reste quand même la solidité du fond de cours. Ouais. Mais c'est sûr que cette évolution, comment dire, dans le jeu, et Alcaraz le disait bien aussi en conférence de presse, comment je pense que chaque joueur maintenant se doit aussi de faire évoluer son jeu, aussi par rapport à la durée des matchs, par rapport, comment dire, à l'intensité physique, comment que réclame aussi, comment dire, une saison, parce que la saison est longue, il y a quand même beaucoup de matchs sur des surfaces comme le dur.
Donc ouais, je pense que c'est super important. Tu parlais tout à l'heure de la qualité de cette défense, mais Bertrand Milliard qui est commentateur sur Eurosport, qui est déjà venu dans mon podcast, que j'adore écouter. Il était aux côtés de Justine Hénin, pour, commenter cette rencontre et il disait que, Sinner se Djokovisait, de plus en plus, en tout cas au niveau de sa couverture de terrain en termes défensifs. Est-ce que tu as l'impression de ça aussi? Alors, moi, pour moi, je trouve que Sinner n'est pas un défenseur, comme OK. Djokovic peut être plus, comment dire, un défenseur. Je dirais que c'est un contreur plus. Alors il court très, très bien, Djoko court très, très bien également, mais je trouve quand même que dans les intentions de jeu, un Yannick Sinner est quand même plus, comment dire, tourné vers l'offensive, comment même déjà par la qualité, comment dire, de ses retours, que voilà, Novak a, comment dire, comment son fonds de commerce, lui, c'est quand même de courir. Alors maintenant, c'est un peu différent. Il fait aussi légèrement un peu évoluer son jeu parce que voilà, l'âge commence à être là également. Mmh, il Mais doit je écourter pense, un peu. ouais, ouais, mais je pense que voilà, oui, il se Djokovicise un peu, comment dire, en termes de, comment dire, de jeu de jambes, en termes de, comment dire, de solidité du fond. Mais je trouve qu'il propose quand même d'autres choses, comment dire, d'autres intentions offensives que Djoko ne propose pas. Je vais plus regarder un match de, comment dire, de Sinner que ce que je ne vais regarder un match de Djoko. En tout cas, la jeunesse est désormais au pouvoir. Quand on regarde, les 4 tournois du Grand Chelem cette année, 2 pour Sinner, 2 pour Alcaraz. On a attendu longtemps cette période où on disait en tout cas qu'il allait avoir un relais à un moment donné. Toute la génération Medvedev-Zverev a un peu tardé, n'a pas vraiment, pris sa place. Mais maintenant, ces 2 là, ils sont là. Alors de là à dire qu'ils vont être aussi géants que les 3 autres, on n'est pas encore là, mais n'empêche qu'ils viennent imprimer leur empreinte sur, le circuit, fameusement. Ouais, ouais, je lisais ce matin la stat, comment que c'est la première fois depuis 1977 qu'un joueur qui a gagné son premier grand chelem en gagne un deuxième dans la saison. C'est sûr que ouais, ça chahute un petit peu les, comment dire, les précédents records et comment dire, les différentes stats. Mais oui, c'est sûr que eux vont, comment dire, vont rester là, ils vont être solides, hein, comment dire, pendant des années. Et le passage de témoin qu'on attendait, comment a quand même lieu finalement. Et c'est vrai que ce nouveau vent de fraîcheur fait quand même du bien aussi un peu au tennis et je pense va faire aussi du bien, comment dire, pour les fans, pour les élèves et tout ça, parce qu'on sait bien, comment dire, que la date de péremption d'un joueur, comment arrive entre guillemets, c'est triste à dire, mais arrive quand même assez vite et arrive aussi vite post-carrière également. Le fait de surfer, comment dire, sur ce que tu as fait, je pense, c'est assez court. Regarde maintenant, je suis sûr que quand tu parles à des enfants d'école de tennis et tout ça, et que tu prends des références qui sont pas très, comment dire, pas très éloignées, qui sont des références comme même Steve, comme, comment dire, les frères Rocus et tout ça. Il y a parfois des joueurs, des jeunes joueurs qui ont moins de 9 ans, qui n'ont pas la référence, entre guillemets, alors que c'est il n'y a pas très très longtemps. Ouais. Donc voilà. Oui, il y a même Justine qui m'expliquait l'anecdote l'autre jour, qu'un papa voulait prendre une photo de elle, avec son fils et le petit qui la regardait: «Mais tu es qui toi?» C'est En fait, sûr. on ne se rend pas compte à quel point elle a été une icône pour nous. Enfin voilà, il y en a qui périment jamais pour reprendre ton expression. Oui, je Heu, pensais là, quand je parle de péremption, je pense, comment dire, par rapport, comment à ce que tu as fait en tant que joueur et par rapport au temps, en fait, sur lequel tu vas continuer entre guillemets «de surfer» sur ton dossard de joueur. ouais, Justine, c'est exactement, comment dire? Le cas de la reconversion parfaite parce que je trouve que Justine, comment voilà, s'investit dans l'académie, comment je trouve est devenue au fil des années une commentatrice vraiment, de renom et hors extrêmement pair. qualitative. Vraiment, je trouve qu'elle est pertinente et j'adore, comment dire, le duo qu'elle forme. Comment dire, tu parlais, comment dire, du duo d'Eurosport. Je trouve que c'est vraiment bien, ils sont complémentaires et tout ça, ils sont pertinents. Et et je trouve que c'est ça, c'est juste en fait comment dire, quand je parlais de péremption, c'est vraiment en tant que joueur, parce qu'après il y a tellement de choses à faire. Ouais. Regarde derrière toi, comment dire, Steve, en tant qu'entraîneur, fait des choses incroyables. Steve a fait des choses aussi pour nos écoles de tennis qui ont été incroyables. Et ce qu'il fait aussi en tant que capitaine de Coupe Davis, comment là, c'est juste simplement magique, quoi. Ouais et au niveau mental, tu as pas l'impression que Sinner est un cran au-dessus d'Alcaraz?
Est-ce qu'on peut Enfin, je dire veux qu'il dire, contrairement que justement Sinner est un peu plus solide mentalement, qu'Alcaraz a montré quelques petites faiblesses, peut-être que, est-ce que ça Alcaraz aurait été capable de gérer de manière, émotionnelle ce qu'a géré, Sinner dans cette US Open? Je suis pas sûre. alors, on ne le saura jamais, mais je pense que Alcaraz a prouvé, comment dire, cette année-ci, à plein de moments, comment dire, qu'il était, extrêmement fort également. Ce qu'il est parvenu à faire, quand même gagner Roland, gagner Wim, se retrouver quand même en Ouais, position, comment dire, de médaille pour les Jeux olympiques, c'est assez dingue et je pense que oui, c'est une année un peu particulière avec les Jeux, donc c'est une année aussi qui est particulière mentalement, qui est éreintante encore plus par rapport au calendrier et donc, ouais, Sinner n'a pas joué les jeux. C'est sans doute aussi, il arrivait avec un état de fraîcheur qui était sans doute aussi différent, comment dire, d'Alcaraz. Et je oui. pense que voilà, autant l'un que l'autre sont quand même assez solides et assez dingues quand même par rapport à leur jeune âge, hein. Ah, ce sont des magnifiques joueurs en plus, heu, vers lesquels les jeunes peuvent se tourner en termes de Bien sûr, modèles. bien sûr. Que c'est vraiment des ils ont du charisme, tous les 2. Certains disent que Sinner n'en a pas assez. Moi, je trouve qu'il dégage quand même une sérénité, voilà, j'aime bien le comparer à Roger et comparer Alcaraz à Nadal. Je trouve que, et j'espère qu'ils embrasseront en tout cas, la même carrière, que ces 2 géants-là. Alors il me reste quelques minutes, pour, te demander, Xavier, quel est ton avis sur, enfin les chances qu'ont, les Belges, dans cette coupe Davis? Parce qu'on a quand même un groupe, avec l'Italie, justement, bon, Sinner ne reviendra pas ici, ils ont quand même un beau contingent, italien. Il y a le Brésil, il y a également, les Pays-Bas, mais avec un Talon Griekspoor qui a pas fait un bon US Open, qui est, un petit peu, dans le doute, ces dernières semaines. Est-ce que tu penses que la Belgique peut aller chercher, une place, soit en tête, soit deuxième du groupe pour aller se qualifier pour les phases finales à Malaga? Oui, je pense vraiment, parce que comment la Coupe Davis, c'est quelque chose qui est tellement différent de ce qui se passe sur le circuit pendant toute l'année. Là, comment dire, c'est vraiment cet esprit d'équipe et je pense que Steve, là, de ce côté-là, comment amène vraiment avec Ruben aussi comment dire, cette mobilisation et ce tous ensemble qui fait que la Belgique se transcende toujours dans ce genre de compétition. Et donc, oui, je pense que là, on peut vraiment faire quelque chose de bien sur cette Coupe Davis. Alors, ouais, c'est certain que les équipes qu'on va affronter, ça va pas être des équipes qui vont être faciles. Comme tu l'as bien dit, Sinner ne sera pas de la partie, Musetti ne sera pas de la partie non plus, comment dire, pour l'Italie. Donc, je pense qu'il y aura de toute façon aussi des opportunités. Et puis, on ne sait jamais ce qui se passe pendant les simples, ce qui se passe pendant les doubles. Il faut être vigilant et il faut être aux aguets de chaque opportunité de nouveau de pouvoir la saisir. Et je pense que voilà, le staff et les joueurs en sont conscients. Ils sont arrivés tôt pour se préparer et je pense qu'ils vont saisir toutes les opportunités qui seront possibles de prendre. Eh bien, merci beaucoup, Xavier. Je t'avais quitté, la dernière fois à Roland-Garros avec la barbe comme Benoît. Bon, je te cache pas que je préfère sans, hein. Et ma compagne me dit la même chose, les gens me disent la même chose. On dirait que j'ai repris un coup de jeune là. Donc, Oui, vraiment. donc voilà, Voilà, c'est des je périodes un confirme. peu. Tu me retrouveras peut-être dans quelques mois avec la barbe, donc on verra bien. Je te souhaite plein de bonnes choses, avec, Grete. Moi, je file à la conférence de presse pour, aller, rencontrer les Brésiliens. Ben, on se retrouve très bientôt, Xavier. Ça marche. Merci beaucoup Christelle, merci de ton invitation et bonne chance là-bas en tout cas. Merci beaucoup.